Je pense qu'on va parler maintenant de quantique. Donc, on va laisser la parole à Olivier S. Je vais lui laisser d'abord le soin de se présenter et puis ensuite de développer son sujet. Bonsoir à tous, donc Olivier. Donc moi je suis en charge donc chez IBM des activités autour de l'ordinateur quantique. Pour votre information, IBM a décidé donc d'installer à Montpellier en 2018 un centre de compétences dont j'ai la chance de m'occuper. Et l'objectif de cette présentation dans les 45 minutes qui suivent, c'est à la fois de vous présenter un petit peu les dernières, je dirais, évolutions, où en est IBM sur le développement d'une machine quantique, et puis après, pour faire le lien avec les sujets précédents, qui est un petit peu là, le lien, je dirais, qui va exister ou qui existe déjà entre calcul quantique et risque en particulier. Ça a été évoqué par Jérôme autour du risque que les machines quantiques feront quant à la capacité qu'elles auront de casser une clé de type RSA. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc là, je suis en pleine page. Donc, comme je vous disais donc, en introduction, je voudrais, dans les 20 premières minutes, vous parler un peu de techno. Je dirais, c'est quoi une machine quantique, comment ça fonctionne, sur quelles unités c'est basé, ça construit. Et puis après, dans une deuxième partie, en gros les 20 minutes restantes, de plus revenir sur la partie cas d'usage, domaine d'application, et en particulier en donnant un petit éclairage particulier sur le domaine de la sécurité crypto et post-crypto, avec effectivement le risque que ces machines quantiques vont être capables d'apporter. Alors, première 20 minutes, je dirais un petit peu d'éducation, d'acculturation du sujet. Donc, vous le savez, je pense, pour l'ensemble. Donc, la genèse donc, de l'informatique quantique, c'est la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est une discipline de la physique qu'on voit apparaître à partir des années 1890, 1900, avec les limites avérées de la physique classique à expliquer un certain nombre de cas. Et donc, des physiciens vont introduire une nouvelle manière de représenter le monde, je dirais, microscopique, qui est cette mécanique quantique qui va évoluer entre 1905 et encore maintenant. Et ça dans mon slide, c'est la partie gauche, qu'on appelle la quantum science. Et il y a un physicien très connu, dont le nom vous est certainement familier, qui s'appelle Richard Feynman, qui va intuiter l'idée que cette mécanique quantique, donc ces concepts de base de la mécanique quantique, pourraient aussi être utilisés pour développer une théorie de l'information quantique et donc donner naissance à la création de machines d'ordinateurs quantiques. Et ça, c'est la première brique de base de la conception d'une machine quantique. Donc nous, IBM, on travaille sur le quantique depuis très très longtemps, hein, depuis en gros 1970-1980. On est très actifs sur le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mai 2016, on a annoncé une première brique de base, donc à l'époque un ordinateur à 5 qubits, on va y revenir, avec un environnement logiciel qu'on appelle Qiskit. Et cette première brique de base, finalement, c'est la démonstration que l'on peut, à partir donc, des concepts de la mécanique quantique, concevoir une première machine, un premier ordinateur. Cette phase quantum ready, nous sommes toujours dedans, elle évolue, et on verra dans quelques instants où nous en sommes par rapport à cette première machine annoncée en mai 2016. Et ce qui est intéressant de comprendre, et pour faire le point avec le lien avec les sujets précédents, qui est donc la partie droite de l'écran, qui est cette phase de quantum advantage. Aujourd'hui, très clairement, les machines quantiques, quelles qu'elles soient, n'ont pas la capacité de traiter donc des problèmes de façon, je dirais, plus performante qu'une machine classique. Et l'ambition d'IBM, c'est de démontrer, dans un horizon de temps relativement court, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce qu'on appelle le quantum advantage, qui est le fait que les machines quantiques, dans ce laps de temps, relativement court à nouveau, auront la capacité de traiter certains problèmes, certains types d'algorithmes, de façon plus efficace que ce que le fera ou ferait une machine classique.
Donc, le quantum advantage, c'est la démonstration que certains problèmes seront mieux traités par des machines quantiques comparées à des machines classiques dans un avenir relativement proche. Et ça, c'est donc cette première brique de base qu'on appelle le quantum advantage. Et on verra dans quelques instants que tous les problèmes, bien sûr, ne sont pas éligibles à cet avantage quantique. Il faut vraiment tomber dans des classes de problèmes qui ont la bonne tête d'un point de vue algorithmique. Mais c'est vraiment ça un petit peu la démarche de dire on n'est plus très très loin d'avoir des briques de base suffisamment mûres, suffisamment stables pour commencer, je dirais, à démontrer l'avantage sur certains types de problèmes. Alors, là aussi, je vais aller relativement vite et pas trop m'apesantir sur le sujet, parce qu'on pourrait passer donc des heures, enfin, comme moi en tout cas, que sont les concepts de base. Donc, je vous disais que les fondements du machine quantique, c'est cette mécanique quantique. Et la mécanique quantique introduit deux concepts fondamentaux qui sont vraiment liés à la science dure, que sont la superposition et l'intrication. Et c'est ces deux concepts, ces deux propriétés fondamentales que l'on va intégrer dans ce qu'on appelle le qubit, le quantum bit, ce quantum bit étant l'équivalent finalement du bit classique que l'on connaît. Et c'est cette superposition et cette intrication qui vont conférer à l'ordinateur quantique des capacités de traitement infiniment supérieures à n'importe quelle machine classique quand on aura la maturité dont je parlais il y a quelques instants. Alors là aussi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, l'objectif n'est pas de faire un cours ex cathedra sur la mécanique quantique, juste pour vous faire comprendre un petit peu c'est quoi la superposition. Vous connaissez bien sûr le concept donc, de bit classique, et ce bit classique, il vaut 0 ou 1. Et donc, à partir de 0 ou 1, on a construit, depuis en gros les 60 dernières années, une théorie de l'information classique binaire, donc c'est l'informatique binaire, le 0. Donc, en gros, mon unité de traitement, mon unité de base de mon ordinateur, il a cette capacité de coder deux informations qu'on appelle qui est le 0 ou le 1. Dans le monde, je dirais, mécanique quantique, qui est très, je dirais, subtil, je dirais, à appréhender, la mécanique quantique vous dit un état quantique fonctionne par nature dans un état indéterminé. Ce qui veut dire qu'on ne connaît jamais l'état d'un système quantique tant qu'on ne l'a pas mesuré. La conséquence de ça, c'est que mon qubit, il peut valoir 0, il peut valoir 1, ou il peut valoir n'importe quoi entre 0 et 1. Et j'ajouterais, il peut prendre toutes ces valeurs en même temps. Et donc, vous comprenez, sans aller trop loin dans les détails, que là où le bit classique ne code que deux informations, 0 ou 1, mon équivalent quantique, mon qubit, il peut décrire, entre guillemets, une infinité d'états. Donc, d'un point de vue théorie de l'information, j'ai une unité de base qui est le qubit, qui code infiniment plus d'informations que ce que mon pauvre bit classique code avec ces deux états 0 et 1. Et c'est ça, cette propriété, comme l'intrication, qu'on va intégrer, qu'on va mettre en œuvre dans les fameux qubits. On va vous dire dans quelques instants à quoi ça ressemble. Donc retenez ça, le concept de base, ce qubit, donc ce bit quantique, qui va s'appuyer sur ces deux concepts fondamentaux de la physique que sont superposition et intrication. Alors, ayant compris le principe, il suffit, entre guillemets, de construire une première machine. Donc, il suffit d'être capable de concevoir ce fameux bit quantique, ce fameux qubit. Et ce que vous avez ici, c'est un peu la chaîne, je dirais, complète du système. En haut à gauche, sur le chip, dans les petits carrés que vous voyez, vous avez unitairement des qubits. Et ces qubits, c'est des fonctions, je dirais, c'est des technologies de gravure qu'on appelle donc des transmons ou des jonctions Josephson, peu importe. Ce qubit-là, il est, comme vous le voyez, donc gravé sur un chip. In fine, il réside au bout de la flèche bleue que vous voyez en bas de l'écran. Et sur ce petit écran, sur ce petit rectangle noir, hein, physiquement, vous avez les n qubits. En pratique, cette machine-là que vous avez sous les yeux, c'est une machine à 50 qubits. Et tout ce qu'il y a au-dessus, donc toute cette filasse, je dirais, c'est la capacité que vous aurez donc d'envoyer donc des signaux unitaires à l'ensemble des qubits physiquement sur ce petit chip noir en bas donc le chandelier. Et c'est en envoyant donc des signaux à ces qubits qu'on va les mettre dans le bon état et en particulier qu'on va exhiber au niveau du qubit cette fameuse superposition et cette intrication. Et
pour compliquer un petit peu le schéma, pour être capable donc d'exhiber cette superposition et cette intrication, il faut que le qubit soit plongé dans des conditions très particulières. Le choix d'IBM est de partir sur des qubits supraconducteurs, et donc en pratique, ce qu'on appelle le chandelier, donc cette partie métallique au milieu de l'écran, est plongé dans un mélange d'hélium 3 et hélium 4 au zéro absolu. En pratique, les qubits fonctionnent entre 15 et 20 millikelvin. Vous voyez à droite la cuve dans laquelle est plongé donc ce chandelier. Et c'est dans ces conditions extrêmes que les qubits vont pouvoir exhiber les propriétés remarquables que le confère la mécanique quantique, que sont cette superposition et cette intrication. Donc ça, en quelques mots, c'est en gros la tête à quoi ressemble une machine quantique. Alors, où nous en sommes, nous, un petit peu IBM, dans le développement de cette technologie quantique? Comme je vous le disais, en mai 2016, on annonce effectivement la mise à disposition dans le cloud d'une première brique de base, d'une première machine, à l'époque à 5 qubits. Vous voyez qu'environ 3 ans et demi plus tard, on a aujourd'hui une vingtaine de systèmes disponibles dans le cloud. Je ne vais pas rentrer dans le détail de à quoi ressemblent ces machines et en quoi elles sont différentes, mais retenez qu'aujourd'hui, on a une vingtaine de machines disponibles dans le cloud, la plus grosse, je dirais, ayant 65 qubits, et on verra dans quelques instants à quoi ça représente, et donc différentes familles, différentes générations de machines qui ressemblent exactement à ce que je vous présentais à quelques instants, et sur lesquelles vous avez la possibilité de tester une partie de vos travaux, parce que le point intéressant, c'est que la partie droite de mon écran, donc toute la partie public device et simulateur, sont des systèmes qui sont en accès libre sur Internet. Il vous suffit de vous créer un compte sur un site qu'on appelle IBM Quantum Experience, et à partir de là, vous avez accès à l'ensemble des 8 machines qui sont, je dirais, libres d'accès dans le cloud, vous permettant très clairement de commencer à comprendre à la fois comment ça fonctionne et de vous familiariser avec le monde de la programmation quantique, sur lequel aujourd'hui je ne dirai rien parce que ça nous emmènerait trop loin, mais sur lequel il y a vraiment beaucoup d'investissements. On parlait de formation il y a quelques instants, parce que le modèle de programmation d'une machine quantique est fondamentalement différent de celle d'une machine classique, et qui est important dès à présent, vous effectivement, qui rentrez dans une vie active à court terme, d'être capable donc d'appréhender ces concepts de base, parce que le développement d'algorithmes et d'applications pour tirer parti d'une machine quantique est une vraie difficulté, parce que tout ce que vous connaissez d'un point de vue programmation, je dirais le C, C++, Java, ne sont plus applicables, je dirais, dans le monde quantique, où il faut entièrement reconcevoir le principe même d'un algorithme basé sur cette algorithmie, ces fameux qubits dont je vous parlais il y a quelques instants. Juste un point pour vous dire un petit peu, et après pour faire le lien avec le domaine d'application. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, notre haut de gamme, je dirais, c'est une machine à 65 qubits. Et très clairement, donc 65 qubits, ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour démontrer ce fameux quantum advantage dont je vous parlais il y a quelques instants. On sait qu'il faut plus de qubits. Et au cours des 3 dernières semaines, IBM a annoncé en bon français une roadmap, un plan d'évolution, avec, comme vous le voyez, l'augmentation du nombre de qubits physiques dans le développement de futurs systèmes. Donc en particulier, vous voyez qu'on aura 127 qubits en 2021, 433 en 2022 et plus de 1121 en 2023. Alors, je n'aurai pas le temps de vous expliquer pourquoi ces nombres un petit peu, je dirais, particuliers, pourquoi 127, pourquoi 433. Il y a une raison à cela qu'on pourrait discuter, je dirais, en parallèle. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est vraiment important pour vous de bien comprendre, c'est que ça démontre, au-delà de l'augmentation du nombre de qubits, que la maîtrise technologique est maintenant suffisamment avancée pour être capable à la fois de concevoir des systèmes et de les mettre, je dirais, dans le cloud, un petit peu comme on a aujourd'hui donc des serveurs classiques dans le cloud, ces machines permettant, je dirais, de donner accès à nos clients, à nos partenaires, à des machines de taille raisonnable pour commencer réellement à développer des algorithmes, à développer des codes dans l'optique demain, d'être capable d'exploiter
ces premières machines quantiques. Alors, pas encore en production, mais réellement d'identifier quels sont les problèmes, quels sont les algorithmes dans différents domaines, la finance, la chimie, l'optimisation, le transport aérien, par exemple, dans lequel on a des algorithmes qui sont éligibles au quantique. Et je vais, dans quelques instants, vous dire deux mots sur c'est quoi ces problèmes qui sont éligibles au quantique. Mais retenez effectivement qu'on est vraiment en train de basculer d'une phase un petit peu, je dirais, recherche un peu, je dirais, laboratoire, un peu, je dirais, académique du quantique, dans une phase où le niveau de maturité du sujet est vraiment réel aujourd'hui, parce que quand on aura 400 qubits et demain 1000 qubits, on aura vraiment des briques de base permettant de démontrer des premières choses sur de l'algorithmie ou des applications dans le monde du quantique. Alors, deux mots sur un petit peu la partie programmation. Je vous disais que toutes ces machines que je vous montrais sont accessibles au travers d'un site qui s'appelle IBM Q Experience, ou même Quantum Experience. À partir de là, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à vous créer un compte à partir de ce site-là. C'est tout à fait gratuit, ça ne demande aucune demande particulière. Vous créez un compte et directement, à partir de là, vous pourrez accéder à une petite dizaine de machines entre 1 et 16 qubits, vous permettant de commencer un petit peu à comprendre un petit peu comment ça fonctionne et surtout, si ça vous intéresse, de vous familiariser avec le modèle de programmation quantique et surtout avec l'ensemble des librairies qui sont mises à disposition par IBM, qu'on appelle Qiskit, vous permettant donc à la fois de concevoir un algorithme quantique et surtout de commencer à l'écrire, à le réécrire pour de telles machines, parce que très clairement, vous l'avez compris, une machine quantique ne se programme pas en C++, en Fortran, en Java ou en ce que vous voulez. C'est vraiment un modèle de programmation et un langage qui est très spécifique. Ce langage, c'est celui que, entre guillemets, les qubits comprennent. Et ça, on est vraiment dans le monde de la mécanique quantique. Point intéressant, effectivement, c'est que je vous parlais donc de Qiskit, qui est cette librairie qu'IBM met à disposition dans le cloud. Là aussi, je ne vais pas passer trop de temps, mais retenez qu'il y a une très forte volonté de structurer cette librairie autour des grands piliers, je dirais, de l'industrie, du domaine applicatif, pour lequel on a aujourd'hui identifié donc des problèmes éligibles au quantique. Comme je vous le disais, tous les problèmes ne sont pas éligibles au quantique. Une machine quantique n'a pas pour objectif de remplacer, je dirais, les performances ou l'application d'une machine classique, mais réellement de traiter beaucoup mieux certains types de problèmes. Et dans Qiskit, on est en train de faire, avec nos partenaires, d'identifier quels sont les grands domaines, chimie, finance, intelligence artificielle, tous les problèmes d'optimisation, dans lesquels il y a dessous, je dirais, sous-tendu à ces problèmes-là, des problèmes mathématiques qui ont la bonne tête, entre guillemets, pour être éligibles au quantique et tirer parti de ces machines-là. Et ce que vous voyez en blanc, ce sont aujourd'hui un grand nombre d'algorithmes pour lesquels on a aujourd'hui des éléments, je dirais, applicatifs, des éléments de code, de librairie, vous permettant de commencer à faire des petits tests d'optimisation, de pricing d'options, certains problèmes donc, de chimie, à partir effectivement de modules, je dirais, algorithmiques, quantiques, qui sont disponibles dans Qiskit, à nouveau en accès libre, et permettant effectivement de commencer à tester, de se familiariser avec cette algorithmie sur nos machines. Alors, revenons un peu et on va doucement glisser dans la deuxième partie de cette présentation autour un petit peu donc, des domaines d'application du quantique, et j'ai commencé un petit peu à en dire deux mots. Donc, je vous le disais à l'instant, tous les problèmes, je dirais, qui tournent aujourd'hui sur des machines classiques n'ont pas leur équivalent sur des machines quantiques parce que tous ces problèmes-là ne tireront pas parti un peu de la magie de la mécanique quantique et de cette fameuse superposition et intrication dont je vous parlais. Et aujourd'hui, là aussi, sans rentrer dans les détails, on a l'habitude donc de classer un petit peu le monde, je dirais, des problèmes éligibles en deux parties. Ceux qui sont naturellement des problèmes, je dirais, quantiques, typiquement des problèmes de chimie, typiquement des problèmes de sciences des matériaux, typiquement des problèmes de physique de haute énergie, qui sont des problèmes qui s'appuient, qui sont des concepts, je dirais, scientifiques, qui s'appuient naturellement sur les concepts de base de la mécanique quantique. Donc, on imagine bien que
résoudre un problème, je dirais, de chimie moléculaire qui lui-même a un comportement quantique avec une machine quantique, on imagine que ça devrait marcher. C'est ce qu'on fait effectivement aujourd'hui. Il y a beaucoup d'activités en chimie quantique où là, l'idée, c'est de résoudre donc, des problèmes de type chimique, physico-chimique, donc quantique par nature, avec des calculateurs quantiques. Et sur la partie droite, il y a un très grand nombre de problèmes qui n'ont pas, je dirais, d'application industrie directement, en chimie ou en finance, mais des problèmes qu'on est plus dans le domaine de l'optimisation. C'est-à-dire des problèmes dans lesquels donc, l'algorithmie sous-tendue par ces problèmes est extrêmement combinatoire, avec des très fortes, je dirais, combinatoires explosives, et pour lequel la magie du quantique va faire que ces problèmes-là sont naturellement éligibles au quantique. Et parmi les problèmes, et c'est partie d'une des questions, parmi les problèmes qui ont cette bonne tête, c'est le fameux algorithme de Shor, celui qui a la bonne tête, je dirais, pour factoriser, pour décomposer un nombre en ses facteurs premiers, qui est typiquement la base de la crypto. On va y revenir dans quelques instants. Donc, retenez que finalement, deux grandes classes de problèmes, ceux qui sont naturellement quantiques, typiquement les problèmes, je dirais, fondamentaux, et puis tous les problèmes où on est plutôt dans des problèmes, je dirais, de type mathématique qui ont une algorithmie éligible avec ces problèmes. Alors, je vous ai mis ici en mode clin d'œil, je dirais, quelques problèmes qui ont le bon comportement pour vous faire comprendre un petit peu quels sont ces problèmes qui sont éligibles aux machines quantiques. Alors, un exemple que je donne souvent, prenez-le avec un exemple avec beaucoup de recul, qui est celui des tables de mariage. Vous organisez un mariage avec 100 convives, et le problème qui est comment je répartis 10 convives sur 10 tables. Donc, la combinatoire associée à répartir 10 personnes sur 10 tables. Bon, vous savez que ce problème-là, en mathématiques, c'est factoriel 10, et factoriel 10, c'est, vous le voyez, environ 3,2 millions de combinaisons. Et puis, in fine, dans votre mariage, vous n'avez pas 100 convives, mais 144 convives, donc un peu plus important. Et donc, votre problème maintenant, c'est comment je répartis 12 convives sur 12 tables, donc factoriel 12. Et vous voyez que factoriel 12, c'est 479 millions de combinaisons. Et ce que je veux faire comprendre avec, je dirais, un exemple très parabolique, qui est que quand je passe d'un problème de 100 à 144 convives, donc un problème globalement 1,5 fois plus gros, la complexité algorithmique associée passe de 3 millions à environ 500 millions. Donc, j'ai un problème qui est 150 fois plus complexe que mon problème, à la base, il est 1,5 fois plus gros. Et c'est exactement ça, ces problèmes-là, qui sont naturellement éligibles au quantique. Et j'ai mis dans ce slide beaucoup de problèmes qui ont cette tête-là, le problème du sac à dos, le problème, bien sûr, du voyage au commerce, et tous les problèmes que je citais dans mon slide précédent autour de la chimie, que sont, je dirais, si vous souhaitez calculer l'énergie d'une telle molécule, avec zéro approximation, donc vous souhaitez exactement calculer l'ensemble des paramètres inférents ou influents sur le calcul du minimum d'énergie d'un tel système, alors la complexité algorithmique associée est exponentielle. Et ce problème-là, naturellement, il sera éligible au quantique. Et le dernier problème que je vais traiter dans quelques instants, c'est celui donc de la factorisation, ou plutôt de la décomposition d'un nombre en ses facteurs premiers. Donc typiquement, je dirais, c'est la base de la crypto RSA. En gros, effectivement, comment je vais être capable de cacher, je dirais, une clé dans un nom qui est codé avec un très grand nombre de bits. Ce problème-là, on va revenir, c'est un problème qui est très vite extrêmement compliqué pour une machine classique, parce que l'algorithme associé est très compliqué. C'est un problème que les machines quantiques vont faire de façon extrêmement facilement. Et donc, très clairement, parmi les discussions qui ont été précédemment dites, non pas un des cas d'usage, mais une des conséquences, je dirais, de l'arrivée, de l'avènement de ces machines quantiques, c'est que quelqu'un mal intentionné pourrait effectivement détourner une machine quantique, et on verra dans quelques instants ce que ça veut dire, pour typiquement aller casser les clés RSA de nos clients ou de vos partenaires. Et ça, très clairement, c'est un sujet sur lequel nous-mêmes on travaille, avec d'autres bien sûr, hein, et je vais vous dire dans quelques instants un petit peu l'ensemble des risques encourus avec l'avènement de ces machines quantiques. Donc, retenez effectivement des classes de problèmes très particulières et une des conséquences aussi, qui est donc la partie crypto ou post-crypto. Alors, là aussi, donc pour synthétiser un petit peu donc, ce que je vous disais, donc voilà les grands problèmes
qui sont aujourd'hui éligibles au quantique, donc tous les problèmes où on est plutôt dans la partie donc simulation du monde microscopique, chimie, physique, par exemple. Tous les problèmes de type, je dirais, mathématique, où en gros, pour faire simple, on va résoudre un problème d'équation, un système d'équations linéaires en quantique. Et donc là aussi, il y a énormément de problèmes mathématiques dessous qui sont sous-tendus par ce type de problème-là, donc, à nouveau, vous l'avez compris, qui sont éligibles au quantique, et beaucoup de problèmes autour des graphes, autour de l'optimisation. Et là, on voit apparaître le problème de l'équilibrage de charge dans un réseau électrique, le problème de la gestion de flux, le problème de la gestion des équipages dans le transport aérien. Là aussi, un sujet important, c'est celui, effectivement, demain, d'être capable donc, de piloter un très grand nombre de véhicules autonomes dans une ville. Vous avez 1 million de véhicules autonomes. Comment vous êtes capable, en temps réel, de recalculer, je dirais, le flux de ces voitures en fonction des paramètres extérieurs? Ça, effectivement, ce sont des problèmes dans lesquels la complexité est exponentielle, donc très clairement éligible au quantique. Alors, pour finir, avant de continuer à zoomer sur la partie crypto, donc je vous disais qu'on a, nous, IBM, un très gros travail avec nos partenaires et en interne sur l'identification des problèmes que l'on voit être éligibles au quantique. Donc, ces problèmes, comme je disais, qui ont la bonne tête pour tirer parti donc, des machines quantiques. Et vous voyez que, industrie par industrie, on commence de plus en plus à être capable donc d'identifier des cas d'usage, donc des problèmes que nos clients rencontrent au quotidien. Ces problèmes, aujourd'hui, ils vont les tourner sur des machines classiques, avec les limitations que la performance des machines classiques, elle est relativement lente versus l'accélération que vont procurer les machines quantiques. Et donc, de capable de se dire, si moi je suis dans la finance, si je fais du calcul d'options, si je fais de l'optimisation de réseau, si je fais des problèmes en chimie, alors ces problèmes-là, une fois que j'aurai la capacité de les traiter en mode quantique dans les 5-10 ans à venir, alors je pourrai traiter ces problèmes-là de façon infiniment plus rapide, infiniment plus complexe que ce que je sais faire avec les machines classiques. Et ça ouvre le voie à beaucoup de recherches et beaucoup de domaines d'application, des sujets qu'aujourd'hui on ne sait pas traiter parce que typiquement, aucune machine classique au monde ne pourrait traiter certains types de problèmes. Par contre, ces problèmes-là, très clairement, dans un avenir relativement proche, seront des problèmes que les machines quantiques pourront très clairement traiter. Donc, ça ouvre à nos clients, à nos partenaires industriels, la voie à dire ce problème-là qu'aujourd'hui je ne traite pas ou que je traite avec plein d'approximations, demain je peux espérer le traiter de façon exactement avec l'ensemble des composants, l'ensemble des paramètres nécessaires, de façon quasiment exacte via l'avènement des machines quantiques. Et ça, c'est un gros sujet. Et à nous, juste un peu pour finir, une des difficultés au-delà de la techno, je dirais, que je présentais un petit peu en introduction, qui est le développement d'une machine quantique, la grande difficulté, parce que c'est vraiment un changement de paradigme fondamental, c'est l'algorithmie sous-tendue à ces problèmes-là. Parce que vous avez typiquement un problème en finance. En finance, beaucoup de problèmes sont traités avec des méthodes Monte-Carlo, donc des méthodes, je dirais, aléatoires. Et ces méthodes-là sont extrêmement consommatrices de ressources calcul. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel est l'équivalent? Y a-t-il un équivalent sur une machine quantique d'une méthode de type Monte-Carlo? Et ça, c'est un des gros travaux. Il y a beaucoup d'activités aujourd'hui dans le réseau IBM, qu'on appelle IBM Q Network, avec des grandes banques, JP Morgan, Barclays, Goldman Sachs, pour ne pas les citer, qui sont en train de réfléchir à dire aujourd'hui, je fais du Monte-Carlo classique sur mon serveur. Ce problème-là, comment je vais le repenser ou comment je dois le repenser pour tirer parti demain d'une machine quantique? Et ça, effectivement, c'est un des grands enjeux du quantique. Au-delà, vous l'avez compris, de la maturité technologique du hardware, le grand sujet, c'est la capacité à développer, à concevoir des algorithmes qui vont tirer parti de ces machines dans un avenir relativement proche. Je serai le temps. Alors, dernier pas, je dirais, qui est le sujet
calcul quantique et alors, il y a différents noms, quantum safe, crypto, post-crypto. Vous l'avez compris, effectivement, l'objectif d'une machine quantique, c'est de résoudre des problèmes qui ont une complexité algorithmique extrêmement élevée, certes. Et malheureusement, c'est un peu la conclusion de Sébastien, malheureusement, je dirais, dans certains cas, il y a le mauvais éclairage qui est que ces machines-là, une des conséquences de l'arrivée de ces machines quantiques, c'est le fait que on pourra effectivement traiter certains problèmes de façon extrêmement performante. Un des problèmes, c'est celui que j'évoquais il y a quelques instants, c'est celui de la crypto, effectivement, et d'être capable donc de casser une clé RSA, quel que soit le nombre de bits. Et ça, c'est une conséquence, c'est clairement pas un cas d'usage. L'objectif d'IBM et des partenaires, c'est pas effectivement de construire des machines pour casser les clés crypto de nos clients, mais c'est une conséquence, effectivement, de l'avènement de ces machines. Et pour faire comprendre un petit peu le problème, je vous donne ici quelques exemples, là aussi très simplistes, mais bon, ça vous donne un petit peu l'idée. Vous avez un problème qu'une machine classique sait très bien faire, c'est je vous donne deux nombres, P et Q, et je vous demande de calculer le produit de P fois Q. Quel que soit le nombre de bits de P et Q, prenons, on dirait 2048 bits, vous voyez que si vous faites un produit de P et Q étant chacun deux nombres codés sur 2048 bits, donc ça fait quand même un joli nombre, vous voyez que le coût moyen d'une telle multiplication, c'est 0,0025 secondes. Donc en gros, c'est pratiquement instantané pour une machine classique pour traiter ce problème-là. Donc en gros, c'est très facile, bon, vous voyez tous les jours, faire une multiplication de nombres très importants sur une machine classique, c'est quelque chose qui se fait dans une fraction de seconde. Et vous le voyez à droite, que la machine quantique, elle, mettra un temps nettement supérieur. Donc on estime à 75 secondes le temps nécessaire pour faire cette même opération. Ce qui veut dire que sur ce type d'algorithme, ce type de problème, la machine quantique, non seulement n'a aucun avantage, mais elle est infiniment plus lente que la machine classique qui, elle, va résoudre le problème en une fraction de seconde. Donc typiquement, la multiplication, en conclusion, n'est pas un problème qui est naturellement éligible au quantique. Par contre, le problème inverse, on change totalement la donne. Je vous donne un nombre quelconque, un nombre très important, avec des millions, des centaines de bits, et je vous dis, trouvez-moi les nombres P et Q tels que ce nombre-là, N, je peux l'écrire comme N égale P fois Q. Typiquement, il y a un exemple simple, 21, 21, vous me répondez 3 fois 7, a priori. La question, si je donne 21, mais un nombre avec 4096 bits, et je vous demande de trouver c'est quoi les P et Q tels que mon nombre égale P fois Q, ça va prendre beaucoup de temps. Et vous voyez que là aussi, c'est un exemple, pour un système codé sur 2048 bits, on estime qu'il faudrait 4,7 milliards d'années, ce qui est un petit peu long. Ce qui explique effectivement, si aujourd'hui vous codez une clé RSA sur un nombre suffisamment de bits, aucune machine classique ne peut résoudre le problème parce qu'il faudrait en moyenne 4 milliards d'années. Donc très clairement, vous êtes tranquille pour quelques années. Par contre, ce même problème sur une machine quantique, c'est la partie droite de mon écran, vous voyez qu'on estime, là aussi c'est une très grosse estimation, que ce même problème-là, il durerait environ 8 heures. Donc un problème qui va durer des milliards d'années, donc inconcevable sur une machine classique, on peut estimer qu'en une dizaine d'heures, une machine classique qui aura la bonne tête, et on verra dans quelques instants c'est quoi la bonne tête, sera capable de le traiter. Donc très clairement, je peux effectivement, avec une machine quantique que je détourne de son usage, casser absolument n'importe quelle clé RSA en une dizaine d'heures. Donc là, effectivement, il y a un vrai risque, et c'est le sujet, effectivement, des conséquences de l'arrivée des machines quantiques, qui est quelqu'un de mal intentionné va détourner l'usage d'une machine quantique pour être capable de casser ces problèmes-là. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et très clairement, beaucoup de nos clients, beaucoup de nos partenaires travaillent beaucoup sur ce sujet-là parce que moi, grande banque, moi dans l'énergie, moi peu importe le domaine d'industrie, j'ai plein de données qui ont été codées historiquement avec des méthodes type RSA.
eh bien, effectivement, il y a un risque que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, quelqu'un, effectivement, vienne absorber mes données et décode a posteriori l'ensemble des données qui ont été codées ainsi. Donc, très clairement, il y a un risque qui est potentiellement avéré. Et ce problème-là, on l'évoquait, hein, c'est finalement de faire tourner sur les machines quantiques cet algorithme qu'on appelle l'algorithme de Shor, qui a des capacités, je dirais, à être exponentiellement plus rapide qu'un équivalent sur une machine classique. Et donc, c'est intéressant, c'est que on voit que dans le quantique, il y a, vous voyez donc une très forte explosion effectivement du sujet, et qu'on voit de plus en plus mûrir, et ça a été dit précédemment, aussi d'autres sujets autour du quantique, qui est que il y a, donc on a vu un peu là en quelques instants le sujet donc de la crypto, effectivement, donc du décoder donc des clés quantiques. Mais il y a aussi beaucoup de sujets autour de la sécurisation des communications. Ce qu'on appelle effectivement la distribution de clés quantiques. C'est-à-dire, si demain, je veux sécuriser des communications, la mécanique quantique, via son intrication, va me permettre de sécuriser totalement une communication via la génération de clés quantiques. Donc au lieu que demain, ou qu'aujourd'hui, pardon, nos communications soient basées sur des clés classiques, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur donc, des entreprises qui sont capables donc, de générer donc, des clés quantiques. Et donc demain, on peut imaginer que les communications, je dirais, sur Internet se feront au travers donc, de clés quantiques générées par des machines quantiques. Donc en gros, c'est l'utilisation des concepts de la mécanique quantique, donc de cette intrication quantique, pour générer donc, des clés quantiques. Et j'ai mis ici quelques exemples de partenaires avec lesquels on travaille, donc CQC par exemple, et IDQ, c'est une entreprise en Suisse, qui sont un peu sur ce secteur-là. CQC, eux, ils ont très récemment mis avec IBM dans le cloud un système pour être capable donc de générer des vrais nombres aléatoires. Vous savez que la génération de nombres aléatoires, de vrais nombres vraiment aléatoires, c'est extrêmement compliqué. Là aussi, ça a des impacts très forts dans le domaine de la sécurité et du post-crypto. Et très clairement, les machines quantiques, parce que le monde quantique, il est naturellement indéterministe, ont cette capacité donc de produire des clés ou des nombres, pardon, qui sont réellement aléatoire, et derrière, ça a aussi beaucoup d'applications dans différents domaines, en particulier aussi dans le domaine de la sécurité. Et retenez aussi qu'il y a un sujet que je n'ai pas ici mentionné, qu'on appelle le sujet de la post-crypto, que sont effectivement trouver des algorithmes, des problèmes qui seront, je dirais, résistants au quantique. On a vu que via l'algorithme de Shor, je peux décomposer à peu près n'importe quel nombre en ses facteurs premiers. Et ça, c'est l'algorithme de Shor qui me permet cette prouesse. Mais il y a aussi, effectivement, beaucoup de sujets de réflexion, ce qu'on appelle la post-crypto quantique, qui est donc de trouver donc, des algorithmes dont la complexité sera, je dirais, même cette complexité, je dirais, sera inaccessible à des machines quantiques. Donc, en gros, c'est utiliser des concepts mathématiques classiques pour être capable donc, de mettre en place des codages, des cryptos, je dirais, basés sur des codages que même les machines quantiques, ne pourront pas adresser. Et ça, c'est le modèle, effectivement, du post-crypto quantique, qui est au-delà des machines quantiques pour être capable de s'assurer que même une machine quantique ne pourra pas traiter certains types de problèmes qu'on pourrait donc utiliser assez naturellement dans le codage et la sécurité donc, de clés. Alors, juste un point, effectivement, parce que je vous ai fait certainement très peur, qui est effectivement, quel est un peu le degré de maturité de tout ça. On l'a vu que, vous avez bien compris que côté IBM, on est très avancé sur le développement du quantique. On a aujourd'hui fait beaucoup de progrès dans le quantique. Vous avez compris qu'en d'ici à 2023, on a pour ambition d'avoir des systèmes à 1000 qubits. Et dans ce stade, ce que vous voyez un petit peu, c'est à quelle échéance, on pourra traiter quel problème. Et vous voyez que y a un certain nombre de problèmes, ceux que j'ai mentionnés assez rapidement précédemment, on pense les estimer avec en gros entre 100 et 1000 qubits. Et ça, typiquement, on estime qu'on aura de telles machines dans un horizon, moins de 5 ans.
et c'est les problèmes que je vous présentais. Par contre, certains problèmes ont besoin d'un nombre de qubits très nettement suffisant, et donc très clairement, l'échelle de temps est différente. Et c'est effectivement le problème donc, de Shor, qui a été donc déjà pas mal évoqué, qui est l'algorithme de Shor, c'est le problème qui, mathématiquement, va vous permettre de casser n'importe quelle clé RSA, quel que soit le nombre de bits du code. Par contre, vous voyez qu'aujourd'hui, on estime qu'il faudrait en moyenne environ 1 million de qubits pour être capable d'implémenter Shor sur la machine qui va bien, vous permettant de casser les fameuses clés dont je vous parlais il y a quelques instants. Et que très clairement, aujourd'hui, on n'est pas dans une échelle de temps où, à court terme, on aura des machines à 1 million de qubits. Et donc là, l'horizon de temps, on est plutôt 10 ans, 15 ans et au-delà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ils n'ont pas le discours, je dirais, à porter chez le client. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien avant 10 ans. Donc, attendez, évidemment, non. Par contre, le message, c'est que le problème va arriver. Il est certain que tôt ou tard, les machines quantiques auront cette capacité de casser des clés. Ça, c'est certain. C'est peut-être 10 ans, c'est peut-être 12 ans, c'est peut-être 15 ans, c'est peut-être moins. Par contre, ça va arriver, ça c'est sûr. Et le bon message à porter auprès de nos clients, de nos partenaires, c'est le problème, il va arriver. Aujourd'hui, il est temps réellement de commencer à réfléchir à comment vous allez vous prémunir de l'arrivée de ces machines quantiques, qu'est-ce que vous souhaitez sécuriser chez vous et quel type de méthodologie vous souhaitez implémenter. Et ça, c'est un gros travail qui est fait par IBM et d'autres sur, je dirais, la sensibilisation auprès de nos clients de l'arrivée de ces machines quantiques et derrière, de quel type de solution je dois dès à présent réfléchir pour être capable de les mettre en œuvre à moyen terme. Et donc, retenez qu'il y a des problèmes dont le niveau de maturité est relativement court terme, des problèmes pour lesquels le niveau de maturité est plutôt long terme, et d'autres problèmes encore au-delà de ça que je ne vais pas traiter aujourd'hui. Mais retenez qu'on rentre quand même dans une phase où le niveau de maturité des machines est réel, permettant d'adresser et de commencer à adresser des vrais problèmes, je dirais, auprès de nos clients. Juste pour finir, effectivement, deux points importants, parce que c'était largement évoqué, ça c'est un peu la synthèse de l'ambition d'IBM sur le quantique, sur IBM Q Network. C'est bien sûr, vous l'avez compris, c'est développer des briques de base technologiques au travers, effectivement, de partenariats et de collaboration avec des académiques. C'est bien sûr, au milieu, un énorme travail sur le développement d'applications, parce qu'effectivement, avoir des machines quantiques, c'est bien, mais quelles sont les applications que je ferai tourner dessus? Là, il y a un énorme travail, et vous l'avez compris, il n'y a strictement aucune portabilité entre une machine classique et une machine quantique. C'est-à-dire que mon algorithme Monte Carlo qui tourne sur mon serveur classique, je n'ai aucun moyen de le porter, je dirais, de la machine classique vers ma machine quantique, et d'espérer que ça tourne. Donc, il y a un énorme travail de recodage et surtout de reconception de ces algorithmes. Et ça, c'est le travail autour des applications. Et le dernier point, qui est aussi essentiel, c'est que vous l'avez compris assez rapidement aujourd'hui, le quantique apporte une conception, je dirais, totalement différente de la manière dont on aborde le problème. L'algorithme quantique est très différent. Cette notion de superposition et d'identification, c'est vraiment des sujets, des probabilités qui sont totalement contre-intuitive, je dirais, à l'échelle macroscopique et la nôtre en tant qu'humain. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a un énorme travail auprès des écoles, des universités, auprès des collèges, pour faire comprendre le fait que l'utilisation de ces machines quantiques demain va passer par des nouveaux cursus de formation, par des nouveaux modèles de programmation, et que, au même titre qu'aujourd'hui, on enseigne le C, le C++, le Fortran ou d'autres langages, le Java, il y a besoin de commencer à former les étudiants à l'utilisation de ces machines quantiques, parce qu'effectivement, vous l'avez compris, c'est un modèle d'utilisation totalement différent. Et cette phase autour de l'éducation et de la formation est un sujet sur lequel nous-mêmes, on est très actifs. À Montpellier, on est très actifs sur donner des cours, être présent auprès des écoles, auprès des universités de recherche, auprès bien sûr de nos grands partenaires industriels, pour commencer à faire germer, je dirais, cette graine autour du quantique, parce qu'il y a besoin d'infuser auprès de nos clients partenaires
une philosophie quantique pour commencer à être, je dirais, dans la ligne de développement de ces applications, parce que, à nouveau, on n'est plus très très loin d'avoir un niveau de maturité permettant de démontrer des premières choses sur les premières machines dans un horizon, je dirais, 3-5 ans. Ce qui veut bien dire, à nous, je ne veux pas survendre le sujet, ce qui ne veut pas dire que les machines quantiques, dans 3-5 ans, seront des machines généralistes, ce qui ne veut évidemment pas dire que les machines quantiques pourront traiter tous les problèmes que vous connaissez aujourd'hui sur des machines classiques. Par contre, c'est quand même la démonstration que dans 3-5 ans, certains problèmes, et j'insiste sur certains problèmes, seront éligibles de façon plus performante sur des machines quantiques qu'elles ne le seront sur des machines classiques. Je vais m'arrêter là. En conclusion, donc, retenez qu'il y a beaucoup de sujets sur le quantique, à la fois sur le développement, je dirais, de la techno quantique, donc du hardware quantique. Il y a beaucoup de choses très clairement au niveau de l'algorithmie, du développement, de la création de librairies pour être capable demain d'utiliser relativement facilement, entre guillemets, une machine quantique, donc de développer donc, des librairies, des briques de base, je dirais, dans le domaine du quantique. Et bien sûr, il y a quelque chose que j'ai peu évoqué aujourd'hui, qui s'appelle IBM Q-Network, qui est cette volonté au niveau, je dirais, mondial, côté IBM, de créer un écosystème de partenaires, de start-up, d'écoles, de grands clients industriels, d'universités, pour, je dirais, fédérer l'ensemble du sujet et demain être capable d'avoir au niveau mondial un écosystème de sachants sur le quantique. Je vais m'arrêter là. J'ai à peu près tenu, je pense, les délais du temps. Bravo. Bravo Olivier, un grand merci parce qu'honnêtement je suis très content d'avoir pu t'avoir sur cet après-midi. C'est passionnant aussi de voir qu'on fait de très belles choses sur un centre mondial chez IBM qui est à Montpellier. C'est vrai, en France. Voilà. Tu connais mon attachement pour le sud de la France pour y habiter aussi. Effectivement, c'est passionnant. Je retiens un pont absolument dingue entre le quantique et la cyber. C'est sûr. Forcément, et ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur l'évolution technologique, vu ce que c'est capable de faire, je suis prêt à parier qu'il y a du bon et du défensif, on va dire, à avoir avec ce genre de techno. C'est vachement intéressant. Absolument. Merci beaucoup, Olivier. Jean-Jacques, je te laisse faire peut-être une conclusion. Et merci de l'invitation. En fait, Olivier, est-ce qu'on a le temps de poser quelques questions parce que ça a suscité chez les étudiants beaucoup de questions. J'ai sélectionné quelques-unes. Je sais que le temps est précieux. Moi, j'ai le temps. Moi, j'ai pas d'impératif derrière, donc je peux prendre des questions avec grand plaisir. Hein. Bon, c'est super, c'est très gentil à vous. Donc, j'ai noté quelques questions. Elles sont pas forcément classées par thématique parce que j'ai fait au plus simple en fait. Il y a des questions d'ordre technologique, purement technologique en fait. La première de ces questions, c'est par rapport au slide que vous avez montré sur l'évolution de la technologie quantique et de sa performance entre les années 2019, donc passées, et ce qu'on attend en 2023. Et la question est simple, c'est est-ce qu'on n'a pas peur en fait que les résultats que l'on atteindra véritablement par rapport à ce qui est prévu en 2023 soient pas aussi performants ou pas ceux que l'on attend? Est-ce que ça ne va pas générer des problèmes techniques que l'on ne sait pas forcément résoudre ou qui sont trop complexes, qui en fait vont réduire la performance ou diminuer le programme? C'est vrai que la conception, on dirait, du machine quantique, c'est extrêmement compliqué. Il y a énormément de problèmes techniques que je n'ai pas traités aujourd'hui qui font que arriver à stabiliser une machine quantique à n qubits, c'est très compliqué. Et à nouveau, nous, je rappelais que IBM, on est sur le sujet depuis très très longtemps, donc on a eu une très bonne maîtrise du sujet. Par rapport à la question de la roadmap IBM en général est assez frileux, je dirais, de surannoncer des sujets. Et il est clair que quand on a annoncé il y a 3 semaines cette roadmap, ça veut dire qu'on a vraiment l'assurance que d'un point de vue technologique, on saura faire. Et si vous voyez que la machine a 433 qubits, l'autre 127 et la quatrième 1121, c'est que vraiment on a dans les cartons, si je peux me permettre, l'ensemble des templates, l'ensemble des taxonomies, l'ensemble des topologies nous permettant effectivement d'avoir demain des telles machines. Donc je suis à peu près convaincu que la roadmap que je vous ai présentée, nous l'aurons effectivement dans les 3 ans à venir. Même si effectivement il y a énormément de problèmes technologiques, mais une bonne partie de ces problèmes, IBM sait les traiter. D'accord.
Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Je pense, Nos étudiants. Je pense, oui. Dans la logique également purement technologique, il y a une question qui est apparue. Il y a eu un débat sur le chat autour de ça et on n'a pas forcément très bien compris. C'est une question qui a été posée par Gaëtan au démarrage. Il existe aujourd'hui de nombreux matériaux supraconducteurs qui donc, permettent d'aller au-delà de ce que l'on fait en termes de conducteurs d'énergie, enfin de chaleur dans le quantique. Pourquoi aujourd'hui on reste aux normes qui sont définies et qu'on n'utilise pas forcément ces matériaux supraconducteurs? Alors, déjà, la techno d'IBM, ce sont des supraconducteurs. Donc, nos fameux qubits, vous l'avez bien vu, hein, ils sont refroidis au zéro absolu. Donc, on est sur des matériaux supraconducteurs. Et pour être sans rentrer dans le détail, la conception de nos qubits, c'est un alliage, c'est un oxyde d'aluminium qui fonctionne au zéro absolu, en fait, à 20 keV. Et le choix de partir sur des supraconducteurs et le choix de partir sur un oxyde d'aluminium, c'est parce que ce sont des matériaux que l'on maîtrise très bien et pour lesquels on a la capacité de concevoir un qubit, je dirais, de qualité. Parce que le problème, c'est que le monde quantique est extrêmement instable et que un rien d'énergie, une moindre perturbation va venir mettre le système en décohérence, d'où la nécessité de maîtriser parfaitement les éléments constitutifs au qubit. Et ça, c'est notre choix. Et IBM a toujours été très actif sur le développement de matériaux supraconducteurs. Et le choix de partir sur donc, des transmons réside sur le fait qu'on a, et ça revient un peu à la question présente, la maîtrise technologique de un peu toute la chaîne permettant de concevoir ces briques de base unitaires. D'accord. Une autre question qui est un peu dans la même logique, est-ce que le fait d'augmenter quasiment à l'infini, on va dire, même si c'est exagéré, les qubits n'implique pas en fait la construction de machines de plus en plus volumineuses, ou est-ce qu'on essaie plutôt de diminuer la taille des composants pour arriver à des machines plus petites? Alors, c'est une bonne question, car donc vous l'avez compris, donc les machines quantiques auront demain des performances, je dirais, incomparablement supérieures à une machine classique. Et l'autre gros avantage du quantique, c'est que l'encombrement physique d'une machine quantique, c'est relativement petit. La machine dans mon dos, je dirais, si vous pouvez me permettre, c'est une machine à 50 qubits. C'est quelque chose qui fait, j'ai souvent dire un peu directement, un ballon d'eau chaude. Ça fait 2,50 m de haut sur un diamètre de 80 cm. Rappelez-vous la photo que j'avais précédemment. Donc finalement, une machine quantique de 50 qubits, retenez que c'est un cylindre, un ballon d'eau chaude, qui fait 2,50 m de haut sur 80 cm. Une machine à 1000 qubits, cette machine sera un tout petit peu plus grosse, mais pas beaucoup plus. Donc finalement, l'encombrement d'une machine quantique va rester très très raisonnable versus les machines dans le monde calcul scientifique, les machines HPC. Et l'autre intérêt aussi, c'est que la consommation énergétique de ces machines-là est infiniment plus faible que les serveurs HPC. Une machine, de taille, une cinquantaine de qubits aujourd'hui, consomme entre 30 et 40 kW. C'est-à-dire bien moindre qu'une machine HPC qui tourne dans les grands centres de calcul, où là, on est vraiment au mégawatt. D'accord. Bon. Ça implique une autre question immédiatement, en fait, qui est là pour le coup moins technique. Quel est l'impact d'une machine quantique sur l'environnement? Honnêtement, beaucoup plus faible qu'une machine, classique, parce que c'est beaucoup moins gros d'un point de vue, espace. Les machines HPC, à nouveau, ces calculateurs scientifiques, c'est des machines qui tiennent sur un demi-terrain de football, qui consomment donc des mégawatts, qui sont extrêmement, coûteuses d'un point de vue conception et matériel. Une machine quantique de demain, ça restera quelque chose dans un volume relativement faible. La difficulté, du quantique, c'est que pour le refroidir, il faut, s'appuyer sur des matériaux. Donc, chez nous, on utilise pour refroidir donc, les composants un mélange donc, d'hélium-3 et hélium-4. Et ça, la production de ces matériaux, de ces composants, c'est relativement compliqué. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve facilement. Mais si vous êtes capable de produire, de l'hélium-3 et de l'hélium-4, alors, assez facilement, vous avez la capacité de refroidir une machine quantique. Merci.
La technologie quantique, on parle d'IBM, évidemment, puisque vous êtes IBM, mais il y a une question qui transparaît derrière ça aussi, puisque c'est un marché, à un moment donné, ça va devenir un marché en tout cas. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des accords de développement entre les différents acteurs qui travaillent sur le quantique, ou est-ce qu'en fait chacun est de son côté et puis on part dans une concurrence effrénée? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Aujourd'hui, il faut retenir que, je dirais, d'un point de vue, je dirais, informatique ou acteur, tout le monde est sur le sujet. Le domaine du quantique est tellement important, il y a de tels, je dirais, enjeux derrière que tout le monde, tous les grands acteurs et les moins connus sont sur le domaine du quantique. Donc, je citerai IBM, bien sûr, Google, Microsoft, en France, le CEA, Intel, Hitachi, Fujitsu, en gros, tout le monde. Tout le panorama, je dirais, des constructeurs IT sont présents sur le quantique. Et l'autre question, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il existe 5, 6 technologies, au sens, je dirais, physique, qui permettent donc de concevoir un qubit. Donc, nous, IBM, vous l'avez compris, on est parti sur des supraconducteurs. Il y a des approches avec ce qu'on appelle donc des ions piégés. Typiquement, c'est l'approche développée par Odewell Bull. C'est l'approche développée par une entreprise qui s'appelle OneQubit, IonQ. Il y a une approche qui sont basées sur des photons, qui est développée en France. Il y a une approche qui est basée sur donc, des spins de silicium. C'est typiquement l'approche du CEA. Il y a des ions piégés. Bref, il y a aujourd'hui 5 ou 6 grandes technologies qui ont démontré la capacité à concevoir un qubit. Après, la grande difficulté est de dire concevoir un qubit, c'est très bien, mais le problème d'une machine quantique, c'est de dire il en faut plusieurs. Et donc, le passage à l'échelle est un vrai sujet. Et aujourd'hui, très clairement, c'est la techno, je dirais, des supraconducteurs qui est la seule qui a démontré la capacité à faire 10, 20, 50 et bientôt, vous l'avez vu, 100 et au-delà. C'est-à-dire que les autres technologies qui existent, qui ont des vrais avantages, hein, aujourd'hui, n'ont pas démontré cette capacité de scaling, en bon français, vers des systèmes à nombre, je dirais, modéré ou important de qubits, permettant de concevoir demain des machines de taille raisonnable. Aujourd'hui, il n'y a que les supraconducteurs qui ont dépassé, je dirais, le cap des 50 qubits. D'accord. Mais ça peut évoluer. Ça peut évoluer et donc ces accords et ces collaborations existent. Une question, alors là, qui est trop compliquée pour moi, donc je vous la transmets telle qu'elle est. Elle a été posée par Louis Poppy tout à l'heure et il demande est-ce que la quantique ouvre la recherche à de nouvelles classes au sens de la théorie de la complexité? Eh oui. Donc tous les problèmes P, NP, BQP, effectivement, oui. Donc la réponse est oui, effectivement, parce que vous avez compris que les machines quantiques, je dirais, se complaisent, si je puis me permettre, dans la résolution de problèmes dont l'algorithme est extrêmement compliqué. Et les classes de problèmes auxquels l'étudiant ou la personne fait allusion sont typiquement des problèmes sur lesquels il y a beaucoup de recherche, parce que tous les problèmes, tous les algorithmes qui sont à nouveau de complexité extrêmement dense, naturellement, sont éligibles au quantique. Donc la réponse est clairement oui. D'accord, très bien. La question n'était pas claire, mais la réponse, enfin pour moi en tout cas, la réponse l'est très claire. Des questions presque d'inquiétude quelque part aussi, en tout cas qui dénotent d'une inquiétude par rapport au marché tels qu'ils existent aujourd'hui, marché du travail, j'entends. L'arrivée de la quantique ne peut-elle pas impliquer la chute de certains métiers, et en particulier dans le métier de la finance? Ah, je crois pas. Enfin, je crois pas. Au contraire, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment chez nos partenaires le besoin d'avoir des nouveaux profils. Parce qu'à nouveau, il y a tout un problème d'algorithmie quantique. Et ça, vraiment, il y a vraiment, je dirais, des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître, un peu comme il y a des nouveaux métiers qui apparaissent via l'IA. Il y a des nouveaux sujets, des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître dans le quantique. Et d'ailleurs, par rapport à la finance, on travaille beaucoup, nous, IBM, avec donc beaucoup des grands acteurs, je dirais, de la finance mondiaux. J'en citais quelques-uns précédemment. Et toutes ces entreprises, je dirais, ont embauché, ont créé chez elles donc des cellules, je dirais, de veille avec 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui sont vraiment des gens de formation, maths, physique, chimie ou finance, bien sûr, et qui vont réellement, je dirais, créer dans ces entreprises-là des structures de base, je dirais, de compétences autour du quantique. Donc, je pense au contraire, le quantique devrait apporter des nouveaux profils de compétences dans les entreprises.
D'accord. Une autre question un peu différente. La quantique, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, les acteurs qui travaillent dessus, IBM, vous en particulier évidemment en tant que leader, on retrouve toujours des applications qui sont d'ordre de B2B. Est-ce qu'il existe des applications en B2C ou est-ce que le consommateur, comme moi, moyen, va retrouver du quantique? Pas tout de suite. Donc là, c'est un peu, c'était mon point précédemment, c'est qu'il y a Oui, différentes, je dirais, échelles de temps. Aujourd'hui, on est vraiment dans le développement de certains cas d'usage dans chimie, en finance, dans le transport. Et donc là, vraiment, on est en mode B2B. Et l'avènement du quantique pour du B2C, là, c'est vraiment nettement plus loin. Et là, on est vraiment dans une échelle de temps beaucoup, beaucoup bien supérieure. Il n'y a pas de, il y a pas de quantique dans votre iPhone dans les années à venir. dans les jours qui viennent. Non, ouais, ça c'est clair que non. Donc, Ça, c'est clair que non. Ouais, d'accord. de même que je dirais, il n'y a pas aujourd'hui, côté IBM et par ailleurs, hein, de volonté d'avoir des machines quantiques, je dirais on-prem chez le client. On dirait aujourd'hui, le quantique est un service dans le cloud. Les machines sont accessibles par nos clients dans le cloud. On n'a pas, nous, la volonté donc, de construire des machines et de les vendre, je dirais, pour que nos clients les installent localement dans leur data center. C'est pas le sens. Aujourd'hui, on est vraiment dans un service d'utilisation dans le cloud. D'accord. C'est clair. Une question avec une réponse facile, en fait, me semble. Est-ce que l'on a déjà réussi à factoriser un entier en 8 heures ou est-ce que c'est encore un résultat théorique? Alors, Ça reste, et en parenthèse, on précise bien un grand entier, pas un petit. non, ça reste. Mon slide était bien sûr purement théorique, hein, parce que la machine qu'il faudrait pour faire ce problème-là, on ne l'a pas encore, et c'est une machine avec un très grand nombre de qubits, donc on n'en est pas là. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, ce qu'on a démontré effectivement, c'est être capable donc, de prendre un petit nombre, je dirais, entier, de le décomposer sur ses facteurs premiers, mais ça reste effectivement des nombres à 3 digits. Donc c'est très modeste. Quand je vous disais que 21 et c'est 3 fois 7, c'était une plaisanterie, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, on en est là. Ouais, donc mais très clairement, nous, ce que j'ai il y a quelques instants, c'est que le problème mathématiquement, il est résolu. On sait le résoudre. Donc, quand on aura les machines qui auront cette maturité-là, à horizon peut-être 10-15 ans, alors oui, très clairement, on pourra le faire. Aujourd'hui, on n'en est pas là. D'accord. Une autre question qui relève également de l'implication, ou en tout cas des conséquences de l'utilisation des technologies quantiques, qui est est-ce que finalement, c'est pas dangereux de jouer avec l'intrication quantique, qui reste encore une propriété qu'on ne sait pas expliquer ou qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu? Est-ce qu'on n'est pas en train de partir vers des impacts, ou en tout cas générer des impacts qu'on ne peut pas, qu'on n'arrivera pas à gérer à un moment donné? Non, je ne vois pas très bien quel est le sens, je dirais, philosophique de la question derrière, parce que l'intrication quantique, c'est quelque chose qui a été donc introduit, je dirais, par la mécanique quantique dans les années 1905. L'intrication a été démontrée, je dirais, d'abord théorique, puis de façon expérimentale. D'ailleurs, en France, il y a un physicien qui est bien connu, qui s'appelle Alain Aspect, dans les années 80, qui a démontré expérimentalement la notion d'intrication. Donc, ce n'est pas une vue d'esprit, ce n'est pas quelque chose qui est purement, je dirais, une invention ou une idée en l'air. Cette intrication existe. Cette intrication quantique, on l'a démontré, et enfin à l'aspect surtout, sur donc, des photons corrélés, je dirais, à distance de plusieurs distants. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment été démontré. Et il n'y a pas de risque d'être peur. En gros, c'est une propriété fondamentale de la matière. C'est un peu comme au niveau microscopique, il y a la gravité. Si on sait une pomme, elle tombera. Ben ça, c'est une loi universelle classique. Et ben, au niveau microscopique, il y a une loi universelle intangible qu'on appelle l'intrication. Il n'y a pas de risque, je dirais, c'est une propriété de la matière. Sauf que cette propriété, on ne la conçoit pas, on ne la voit pas au niveau macroscopique. D'accord. Alors, il y a une question qui n'est pas forcément très, très claire, en fait, mais qui est le corollaire de celle-là, il me semble. N'avez-vous pas peur de l'arrivée du quantique, car elle pourrait bouleverser la vision du monde d'aujourd'hui? Il est certain que quand demain, je dirais, on aura des machines quantiques avec suffisamment de qubits, suffisamment stables, on aura la capacité de traiter des problèmes qui sont aujourd'hui totalement inaccessibles. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un des avantages du quantique, c'est à la fois de traiter des problèmes plus vite
que ceux qu'on traite aujourd'hui. Bon, très loin, reprenons l'exemple de factorisation, eh ben, on pourra traiter en un certain temps, je dirais, raisonnable des problèmes très compliqués, mais ça ouvre aussi la capacité à traiter des problèmes qui sont aujourd'hui totalement inaccessibles à des machines classiques. Je sais pas, la conception de nouveaux médicaments ou de nouvelles protéines ou de nouveaux matériaux. Aujourd'hui, ces problèmes-là, on ne sait pas les traiter parce qu'on n'a pas les bons outils pour le faire, ou alors l'outil il est tellement lent qu'il va dépasser, je dirais, l'échelle de temps d'une vie humaine. Très clairement, les machines quantiques vont ouvrir la capacité de traiter des problèmes insolubles à des machines classiques en un temps raisonnable. Donc, effectivement, il y a des nouveaux domaines qui devraient apparaître dans les années à venir et qui seront accessibles aux machines quantiques. Alors, la continuité de la question, en fait, et qui fait le lien avec ce qu'a présenté Sébastien Jardin au niveau de la cybersécurité, et est-ce qu'avec finalement l'ordinateur quantique, à un moment donné, on n'arrivera pas à perdre en fait tout ce qui touche à l'argent. L'argent sera plus sûr parce que ce sera beaucoup plus facile de hacker. Donc, il y aura une utilisation perverse qui peut se faire de cette technologie, ce qui fait qu'on va modifier les usages et les coutumes, en tout cas les outils qu'on utilise aujourd'hui. Je vais faire un parallèle avec quelque chose que j'entends de temps en temps dans des conférences. C'est assez sympathique. J'ai une fois un étudiant qui m'a demandé, grande école de commerce, qui m'a demandé est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se prémunir complètement du risque numérique, du risque digital, induit par cette technologie qui est galopante, etc. Je dis oui, il y a un super moyen. Invente la DeLorean, remonte 100 ans en arrière et va vivre dans une grotte. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Oui, la technologie est galopante. Oui, on est de plus en plus intrinsèquement lié avec tout ça. Oui, effectivement, il y a on avait les mêmes questions il y a 5-10 ans, plutôt 10 ans sur les thématiques autour du machine learning, de l'intelligence artificielle. Oui, aujourd'hui, on se pose même plus la question. Aujourd'hui, nous, on a des gens qui nous demandent, mais vos produits, il y a bien de l'intelligence artificielle dedans. Parce que s'il n'y en a pas, c'est un peu dépassé. Bah oui, il y en a dedans, forcément, parce que ça permet d'adresser des problématiques qu'on ne pouvait pas adresser avant et qui sont nécessaires pour se défendre contre des attaquants qui s'en servent en plus. Donc oui, c'est sûr que si on n'avait pas créé l'IA, si on n'avait pas créé le machine learning avant, on n'aurait pas eu de mauvais garçons qui s'en servaient. Ouais. Oui, sauf qu'on l'a créé. Sauf que il y avait aucun accident de voiture à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Donc au bout du bout, soit on dit ok, on se tape dans la main, promis juré craché, personne ne travaille sur des technos pour aller beaucoup plus vite, du bon comme du mauvais côté. Soit on fait avec et on rentre comme ça a été le cas depuis des millénaires. On peut parler de toute technologie, qu'elle soit civile, militaire, toutes les technos, c'est la même histoire à chaque fois qui se répète. Soit on fait avec et on fait, soit on prie. Bon. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, on revient un petit peu à ce qu'Alain Grézel a dit dans la toute première conférence qu'on a pu suivre le jour de l'ouverture de la semaine, quand on a parlé du transhumanisme. Il est évident que la société évolue également avec les technologies. Oui. Elle peut induire des ruptures à un moment donné, et il y a aussi des contre-forces quelque part qui vont établir des codes éthiques, des codes moraux, et puis il y a ceux qui vont aller contrevenir à ces codes éthiques, à ces codes moraux. Mais tout ça est une évolution. On ne peut pas considérer la société aujourd'hui avec les outils qui seront à sa disposition dans 10 ans. Tout à fait. Tout à fait. Mais néanmoins, la question, la préoccupation est très intéressante. C'est quand même très intéressant parce que si je prends les mots qui sont utilisés dans les questions, il y a quand même eu le mot peur plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très très intéressant aussi de voir qu'il y a une sorte de toute façon, il y a une accélération. Quand on était sur la partie cybersécurité, il y a une accélération. C'est flagrant. On voit presque une impunité finalement. Et cette impunité, elle fait peur parce que le cadre légal, il n'existe pas, parce que on a l'impression que c'est le Far West. Et puis quand dans ce Far West, on a des gens brillantissimes. Je prends l'exemple de mon collègue Olivier qui explique des choses qui sont dingues. Oui, on peut avoir peur de ce Far West. Après, on sait très bien comment a tourné le Far West américain. Il s'est structuré, il s'est cadré, il s'est doté d'un cadre légal, etc., etc. Voilà, je pense que je vais poser la question différemment. En fait, si à un moment donné, là, je vais faire
mon philosophe de café, en fait. Souvent, quand les gens ont peur, c'est aussi un problème d'éducation. Oui. Il y a beaucoup Oui. il y a un côté très sulfureux autour du quantique. On ne sait pas exactement ce que c'est, comment ça marche, Oui, ça va être exploité. On sait que c'est c'est du vrai. B2B, mais ça va venir du B2C. Donc, évidemment, obligatoirement, là, on se pose des tas de questions et on imagine des tas de choses. Donc, il y a des Exactement. cours d'éducation à faire, là, Oui, peut-être oui, 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 oui. Non, peut-être c'est lié à vrai. IBM. Euh, Non, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, effectivement, le sujet peut faire peur. Je dirais, soit, effectivement, il est vu comme étant un peu le sujet qui va révolutionner l'informatique, et ça, c'est pas le cas. L'informatique quantique classique, pardon, va perdurer avec le quantique, ou inversement, comme le risque majeur pour casser des clés quantiques, pour avoir une sécurité. Donc, il y a un équilibre à trouver. C'est un peu ce que disait Sébastien, c'est-à-dire que tout émergent d'une nouvelle technologie a son blanc et noir. Bien entendu. Et c'est pour ça que l'intervention que vous avez faite aujourd'hui, qui était extrêmement riche, extrêmement complexe, est extrêmement et véritablement importante pour les étudiants, parce que ça permet de repositionner des choses qui sont simples et de partir sur des bases, en fait, qui sont plus solides que tout ce qu'on peut imaginer. Parce que Mm. ce genre d'expérience est extrêmement forte. Et d'ailleurs, ça m'amène à la dernière question, l'avant-dernière question que je vais vous poser et qui est apparue assez régulièrement en fait dans le chat, qui est finalement quand on fait des études chez Télécom Sud Paris, donc Institut Polytechnique de Paris, est-ce qu'on a une porte d'entrée chez IBM Quantum ou IBM Cybersécurité ou pas? Il existe des filières d'excellence, etc., etc. Tu veux pas. Alors, sur la partie quantique, après, je donnerai la main à Sébastien sur la sécurité. Très clairement, le sujet du quantique chez IBM est un vrai sujet d'investissement. Donc, effectivement, il y a des très gros moyens qui sont mis chez nous. Avec, bon, en France, c'est la création de ce centre à Montpellier. Il y a l'activité quantique, elle est pilotée par l'activité d'IBM Recherche. Donc, c'est vrai qu'il y a le sujet du quantique est un vrai sujet d'investissement et IBM, il dirait, investit beaucoup sur le sujet. Donc, effectivement, on embauche pas mal. Après, malheureusement, il faut reconnaître que c'est quand même beaucoup tiré par les US aujourd'hui, par nos collègues aux États-Unis, que en France, je dirais, nos capacités d'investissement en termes de recrutement sont très liées, je dirais, un petit peu au quotidien. Et là, c'est quand même moins facile. Mais par contre, il y a très clairement des opportunités chez nous et ailleurs sur le quantique, à la fois sur la partie technologique, sur la partie développement et aussi le lien entre technologie et client final. D'accord. On va vous remplacer tout ce que vient de dire Olivier, vous mettez cybersécu dedans et ça revient exactement au même, oui. Parce qu'on a le même fonctionnement. Une question de Gaëtan qui vient de tomber. Y a-t-il des CTF IBM de prévus pour les étudiants ou non? Et sinon, avez-vous des contenus à nous conseiller pour en fait arriver à compléter ses compétences et ses connaissances sur le sujet? C'est vraiment très bien fait. Sans vouloir faire une pub, je dirais, d'IBM sur le sujet, je vous conseille vraiment, si le sujet vous intéresse, il y a deux sites qui sont vraiment très très bien faits, qui s'appellent IBM Quantum Experience, et l'autre site, c'est qiskit.org. Et ça, donc, le Quantum Experience, c'est celui qui vous permet donc d'accéder aux machines, toute la partie programmation. Et là, il y a beaucoup de vidéos, de tutoriels, de guides en ligne qui sont disponibles. Il y a aussi la capacité à développer donc du code et comme vous l'avez compris, d'accéder à environ une petite dizaine de machines en ligne pour vous faire la main. Et la partie qiskit.org, c'est la partie plus, je dirais, applicatif, donc cas d'usage, que sont l'ensemble des librairies qu'on développe en chimie, en finance, dans le transport, dans l'optimisation. Et tous ces problèmes-là sont disponibles dans ce site, accessibles parce que c'est de l'open source. Et réellement, si vous souhaitez comprendre, vous familiariser un petit peu avec l'algorithmique quantique, je vous incite vraiment à explorer le contenu de ces deux sites, IBM Quantum Experience et qiskit.org. Il y a beaucoup de choses. Je profite également de l'occasion pour rappeler aux étudiants qu'il est prévu plusieurs masterclass dans la semaine, justement, par Monsieur Torres, juste autour de l'initiation quantique. Exactement. Et donc, je vous encourage très fortement à s'inscrire si ce n'est pas déjà fait. Tout à fait. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'il est tard. On a largement abusé Pas du tout, avec grand plaisir. C'était véritablement passionnant.
c'est une expérience rare. C'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément à l'école encore aujourd'hui parce que c'est des sujets qui vont extrêmement vite et qui nécessitent beaucoup d'interrogations. Vous avez répondu à toutes les questions, donc je vous en remercie. Je vais remercier toutes les personnes qui sont intervenues sur cette table ronde. Vous étiez 8, donc une table ronde extrêmement riche, passionnante, où on a pu aborder beaucoup de sujets et je pense qu'on aurait pu rester encore beaucoup de temps. Donc, dans l'ordre ou pas dans l'ordre, parce que donc Jérôme Billois, Philippe Trouchot, Olivier S, donc encore présent, Maxime Charon, Robin Giraudot, Roxane Roux. Très intéressant la mise en application de ce qui se fait aujourd'hui. Là, on voit concrètement l'exercice possible. Alain Boer qui nous a permis d'introduire le sujet d'une façon très globale et extrêmement pertinente pour comprendre en fait tout ce que ça couvre. Et c'est une intervention assez exceptionnelle. Et Sébastien Jardin, qu'on ne remerciera jamais assez pour avoir organisé cette table ronde avec autant d'experts et de compétences. Et on a fait carton plein pour reprendre l'expression de Sébastien tout à l'heure. Et nous avons encore beaucoup d'étudiants qui sont en ligne aujourd'hui. Je pense que, en fait, la contrepartie de ce succès, Sébastien Olivier, c'est qu'à partir de demain, vous allez recevoir peut-être énormément de CV. Bon, s'il y a que ça, c'est pas très grave. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Je vous dis merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Oui. Étudiants et de nos deux écoles. Et puis, à très bientôt. Merci et merci de l'invitation. Merci, bonsoir. Merci. Au revoir. Et tous les étudiants remercient. Là, il y a une flopée de merci qui tombe. Thank you.